Ici, podcast, les rencontres littéraires d'ici. Bonjour. Ravi de vous recevoir, Benoît Vincent. Merci, bonjour. Donc on va être ensemble pour parler de Tabouki. Oui. On va aller s'installer et puis on va voir ce qu'il en est de ce grand écrivain italien et de ce qui vous a inspiré chez lui, peut-être ce qui vous a donné envie d'écrire, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est un autre écrivain, on ne sait pas. Vous allez nous dire tout ça ? Tout ça. On y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres littéraires. Nous recevons donc Benoît Vincent qui va nous parler du grand écrivain italien Antonio Tabouki. Ces rencontres sont l'occasion de rencontrer un écrivain d'aujourd'hui qui va nous parler de l'influence d'un autre écrivain sur son travail d'écriture, peut-être simplement sur des thèmes, sur une inspiration. Les rencontres littéraires d'ici. Benoît Vincent, vous êtes écrivain, naturaliste, c'est toujours un peu étrange, mais vous allez nous dire pourquoi, romancier, essayiste, et vous mélangez un peu tous ces arts dans une sorte de fugue poétique le long des chemins de Provence, notamment dans un des livres qui vous a valu un beau succès avec Farigoule Bastard. Vous voulez bien nous dire deux mots de vous ? Oui, bonjour, merci de votre accueil. Je suis très heureux de venir parler de Tabouki. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis écrivain, plutôt de la fiction, de romancier, des récits, des romans. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, des essais sur la littérature contemporaine en particulier. Et puis, je suis naturaliste, c'est-à-dire que je travaille beaucoup dans la nature. Disons, expert pour faire des inventaires, notamment en botanique et en malacologie, sur les escargots. Et effectivement, ces deux pratiques qui peuvent paraître assez éloignées, mais avec le temps, petit à petit, deviennent de plus en plus voisines et parfois se mélangent aux grandes dames, parfois de mes collègues de l'un ou de l'autre des camps. Donc on va commencer, Benoît Vincent. Oui. Vous allez nous parler donc de ce très grand écrivain, Antonio Tabouki. C'est pas facile quand on est invité dans ce genre de rencontres autour d'un auteur qui nous a particulièrement inspiré ou nourri dans notre écriture personnelle, et c'est très intéressant de parler de soi toujours, mais enfin, c'est pas toujours évident de trouver l'auteur en question qu'on va choisir. J'espère avoir trouvé le bon auteur, mais il y aurait pu en avoir plein d'autres en fait. Quand vous m'avez invité, j'étais en Bretagne et il se trouve que j'ai une vraie passion pour l'Italie et quand j'étais en Bretagne, l'Italie me manquait beaucoup. Donc m'est venue l'idée de parler de Tabouki parce qu'effectivement le texte qu'on va lire à deux voix est l'un des textes, quand j'ai commencé à écrire vraiment de manière régulière avec disons une ambition professionnelle, si on peut dire, les deux mots vont pas, mais en tout cas c'était... Quand je voulais devenir écrivain, ce petit texte « Message de la pénombre » m'a beaucoup frappé et je dirais encore aujourd'hui qu'il me nourrit toujours aujourd'hui pour ce qu'il contient. Le fait est qu'il y a plusieurs Tabouki, j'ai envie de dire, je trouve, et que le Tabouki d'aujourd'hui, celui qui commence à être très connu au niveau mondial, pas seulement en France où il a un grand succès par rapport à d'autres pays, n'est pas celui qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime beaucoup le premier Tabouki, en fait. Et puisque l'idée, c'est de parler de notre relation, si je peux dire... Tabouki, je l'ai découvert tout d'abord par ses petits livres noirs chez Celerio, un éditeur de Palerme. Dans ces livres noirs, il y a Nocturne indien, qui est donc le premier livre qui le fait connaître au moins en Italie et puis au-delà. Et j'ai trouvé ce petit recueil de textes, donc ce petit assemblage de livres qui sont des livres très bizarres. Donc il y en a 5. Il y a Femme de Porto Pim, il y a I volatili del Beato Angelico qui a été traduit par Les volatiles de Fra Angelico, je crois, en français. Nocturne indien, Rêve de rêve, Sogni di sogni, et puis un autre là que j'ai pas avec moi. Enfin, on le retrouvera. Et ce sont ces livres qui m'ont fasciné au tout début, puisqu'ils sont tous faits d'assemblages de textes. Alors, Rêve de rêve, par exemple, ce sont des très courts récits de quelques pages, vraiment 2-3 pages, qui sont des rêves de personnages célèbres. Alors, il y avait aussi I volatili del Beato Angelico, où se trouve le texte qu'on va lire. Ce sont aussi des courts récits qui sont vraiment très étranges parce que ce ne sont pas vraiment des nouvelles. Certains sont vraiment des digressions métaphysiques ou alors des rêves ou alors des souvenirs. Des choses comme ça qui n'ont pas vraiment de matière très solide. Des choses qui sont très labiles, évanescentes pour dire deux mots que les poètes aiment bien.
Il y a des choses sur la traduction, des lettres imaginaires. Par exemple, dans ce livre-là, de Fra Angelico, là, il y a une lettre de Calypso à Ulysse. Quand j'étais jeune, débutant, j'avais rien publié encore, écrivain, ça me fascinait. Cette liberté qu'il avait prise à la fois avec la forme et avec le fond, c'est-à-dire à la fois avec des textes très brefs et très mélangés, donc des lettres avec des rêves, avec du récit vraiment, avec des essais, avec des souvenirs. Et puis cette liberté avec ce qui pour moi était très important à l'époque, l'imaginaire, donc c'est-à-dire que dans ce monde imaginaire, cette dimension imaginaire, on y met tout, c'est-à-dire aussi bien l'histoire que la biographie personnelle, que des éléments de la culture maintenant partagés par tous, donc des personnages, des récits, des mythes, des choses comme ça. Voilà, donc moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Tabouki dans ma découverte, disons, au tout début de son œuvre, c'était ces livres hybrides qui rassemblaient des textes divers. Il a continué après, puisqu'il y a aussi Petites équivoques sans importance, qui a été traduit 2 fois, donc sous 2 titres différents, Piccoli equivoci senza importanza, et puis je crois aussi dans Si sta facendo sempre più tardi, un des derniers livres que j'ai lu, parce qu'après j'ai un peu arrêté. Bizarrement, on est comme ça, hein, nous les écrivains, on n'est pas fidèles. Là aussi, ce sont des récits plus ou moins courts, plus ou moins étranges, plus ou moins différents. Et puis, il faut quand même parler de Nocturne indien, de Requiem, et puis aussi de Le fil de l'horizon. Et Femmes de Portopime aussi, qui sont 3 livres qui ne sont pas des recueils de textes différents, mais qui sont des récits. Simplement, ces récits, par une manière que j'ai cherché à comprendre en tant qu'écrivain, techniquement, sont aussi des assemblages de rencontres du personnage principal, qui est souvent, là aussi, un personnage hésitant, un personnage entre 2 eaux, qui doute beaucoup de lui-même, qui cherche un sens un peu à la vie, disons, de manière simple, et qui fait donc des rencontres d'autres personnages plus ou moins barrés les uns comme les autres. Alors c'est aussi bien donc dans tous ces livres que j'ai cités. Nocturne indien, donc qui se passe à Bombay, Le fil de l'horizon qui se passe dans une ville dont la 4e de couverture nous dit que ça pourrait être une ville comme Gênes en Italie, une ville que je connais un peu. Et puis un livre qui m'a beaucoup plu, c'est Requiem, qui est donc aussi un livre de mort et de fantômes qui m'avait vraiment bouleversé quand j'étais jeune débutant, quoi, disons. Voilà, donc c'est ce premier point sur lequel je voulais insister, c'est que Tabouki est devenu un écrivain énorme. Il vient d'une génération très étrangement qui n'est pas celle des grands écrivains italiens qui sont donc Vittorini, Pavese ou Calvino, mais il a un lien très net avec eux. On sent bien que c'est le même filon littéraire qu'il va cultiver ou creuser. Et en même temps, il a des liens aussi avec Pirandello sur l'imaginaire, mais aussi avec Gadda, qui est un autre écrivain immense qui n'est pas assez connu à mon avis en France, mais ailleurs. Donc voilà, pour résumer, j'ai une passion, j'ai été très nourri par le premier Tabouki et je me suis un peu détaché de lui par la suite, quand il a été très connu. Et notamment quand il a été très connu grâce au cinéma, avec l'adaptation de Nocturne indien, du Fil de l'horizon et d'un 3e, Requiem. Voilà pour une première étape. Peut-être on peut tout de suite passer à la lecture. On essaie. Okay. Le texte s'appelle Messaggio dalla penombra. La notte, in queste latitudini, cala all'improvviso con un crepuscolo effimero che dura un soffio e poi è buio. Io devo vivere soltanto in questo breve spazio di tempo e per il resto non esisto. O meglio, ci sono, ma è come se non ci fossi, perché sono altrove, anche lì, dove ti ho lasciata, e poi dappertutto, in tutti i luoghi della terra, sui mari, nel vento che gonfia le vele dei velieri, nei viaggiatori che attraversano le pianure, nelle piazze della città, con i loro mercanti e le loro voci e il flusso anonimo della folla. Message de la pénombre. La nuit, sous ces latitudes, tombe à l'improviste, avec un crépuscule éphémère qui dure le temps d'un soupir, puis c'est l'obscurité. Je dois vivre seulement dans ce bref espace de temps, et pour le reste, je n'existe pas. Ou mieux,
j'y suis, mais c'est comme si je n'y étais pas, parce que je suis ailleurs, là même où je t'ai laissé. Et partout, dans tous les lieux de la terre, sur les mers, dans le vent qui gonfle les voiles des voiliers, dans les voyageurs qui traversent les plaines, sur les places des villes avec leurs marchands et leurs voix et le flux anonyme de la foule. È difficile dire come è fatta la mia penombra e che cosa significa. È come un sogno che sai di sognare e in questo consiste la verità, nell'essere reale al di fuori del reale. La sua morfologia è quella dell'iride, o meglio della gradualità labile che già non sono più mentre sono, come il tempo della nostra vita. Il est difficile de dire comment est faite ma pénombre et ce qu'elle signifie. C'est comme un rêve que tu sais être en train de faire, et sa vérité consiste en ceci, dans le fait d'être réel au-delà du réel. Sa morphologie est celle de l'iris, ou plutôt celle des gradations labiles qui déjà disparaissent au moment où elles existent, comme le temps de notre vie. Dans ce texte très bref, il y a une intensité, une densité de thèmes et d'atmosphères taboukiennes, si on peut dire, absolument génial. D'abord, ce texte, à mon humble avis, il fait écho à un texte de Calvino qui s'appelle « De l'opaque ». Parce que là, c'est la pénombre, et le texte de Calvino sur l'uba ou l'opaque, c'est la même racine, qui est un autre texte très bref. Il est question justement d'une dimension du monde sombre, quelque chose qu'on pourrait assimiler à une espèce de romantisme vers les choses un peu spectrales, un peu fantomatiques, un peu obscures. Mais en réalité, moi je ne crois pas trop à ça, je pense plutôt que c'est une dimension du réel qui est celle qui n'est pas tellement romantique à mon avis, et qui est celle qui est très présente dans nos vies, de la nuit, de la mort, de la disparition, de l'au revoir, et tout ce qui est labile et disparaît très vite. Bon, il y a ce côté-là chez Tabouki qui, à mon avis, est son point fort par rapport à ces choses un peu plus intertextuelles dont on parlait au départ. Ce qu'on sent très fort dans ce texte, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, ce que j'aime beaucoup chez Tabouki, c'est la nostalgie présente, la mélancolie, cette espèce de mélange de mélancolie et de nostalgie. Alors ça, c'est un thème qui, chez moi, est très très présent, même si ça se voit pas beaucoup, parce que dans certains de mes textes, il y a de l'humour, certains sont très sérieux quand je parle de littérature, ou ironique, mais on sent peut-être pas beaucoup la nostalgie, ou la mélancolie plutôt, je travaille là-dessus, parce que c'est très très dur à rendre, la mélancolie en vérité, parce que c'est un sentiment noble à mon avis, c'est un sentiment qu'on ne devrait pas cacher comme on le fait, c'est pas du tout de la sensiblerie ou justement du romantisme, on est très très loin de ça, quelque chose de très, très dur, très, très présent, très dense aussi. Et là, on le voit beaucoup dans ce texte. Alors, bon, je ne vais pas faire une lecture de texte, mais vous voyez, vous avez entendu ces choses sur la mer qui est présente d'une manière ou d'une autre. Alors, la mer, c'est l'horizon, hein, ce livre qui s'appelle le fil de l'horizon. Il se passe effectivement dans une ville portuaire qui est assimilée à la ville de Gênes. Et donc, cette ville est le vrai personnage du roman. Et l'auteur dit « Le fil de l'horizon », qui donne donc son titre au livre, de fait, est un lieu géométrique, car il se déplace quand nous nous déplaçons. J'aurais vraiment voulu que par magie mon personnage l'ait atteint, parce que lui aussi il l'avait dans les yeux. Et en réalité, effectivement, ces personnages, ils sont en quête, en fait, justement. Ils sont en quête, ils font une enquête policière, peut-être avec les moyens de l'enquête policière, mais sur eux-mêmes. Donc ça peut être assez objectif comme enquête, et puis en réalité, on tombe très vite dans le rêve, et dans l'imaginaire, quoi. Dans Requiem, c'est très très présent, bien sûr. Tous ces fantômes qui viennent parler à l'auteur, on ne sait pas bien ce qu'il cherche, il se cherche lui-même en réalité, comme le personnage de Nocturne indien. Un espèce de technicien qui travaille sur le port de cette ville portuaire, qui serait Gênes, et qui voit passer les bateaux, qui voit partir les chargements, les bateaux chargés des containers. Et le Tabouki dit cette chose très belle, il dit... on sent bien qu'il aurait voulu être lui-même un container et qu'on charge sur un bateau, lui qui a toujours tracé des routes pour l'Argentine, pour l'Amérique, pour l'Afrique, ou la Méditerranée, et qui en réalité reste toujours dans ce petit quartier très restreint. Alors Tabouki, c'est beaucoup ça, quelque part. C'est quelqu'un qui a un imaginaire infini et des limites très nettes. Alors je ne sais pas si je réponds vraiment à la question que je m'étais donnée, moi-même, qui rejoint un petit peu cette mélancolie. En fait, la mélancolie, c'est de peut-être se sentir un peu à l'étroit dans son propre corps, quelque chose comme ça, et de vouloir peut-être transcender par l'écriture à la fois la mémoire, c'est-à-dire sa propre généalogie, qu'elle soit intertextuelle, donc ses parrains littéraires,
sa propre histoire et ses ancêtres à soi, et puis aussi peut-être son œuvre, c'est-à-dire le futur, son nom qu'on va laisser par le livre à ce qui restera de nous quand on sera plus là, quoi. Est-ce qu'on peut faire peut-être le lien avec Pessoa et la Saudade? Alors, oui, la Saudade, je dirais bêtement que ça pourrait s'appeler la mélancolie, quoi. À mon avis, qui travaille un peu sur le naturalisme, la nature, quoi. Ce truc-là, il est propre aux êtres vivants, en fait, qui portent en eux déjà le processus de leur mort. Du coup, peut-être que là, on peut faire le lien avec votre œuvre, puisqu'on vous avez là commencé à parler de la nature. On a dit au début de cette rencontre que vous étiez écrivain et naturaliste ou botaniste. Et vous nous avez un petit peu expliqué. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin et nous parler de ça par rapport à votre travail d'écriture? Oui. S'il vous plaît. Je laisse Tabouki de côté Comme vous voulez. Vous pouvez faire le lien aussi. Chez Tabouki, par exemple, il n'y a pas tellement de nature, sinon des grands invariants, des grands trucs, presque des mythèmes, comme on dirait, ou des types qui seraient la mer, la montagne. Moi, quand je suis arrivé avec Farigoule Bastard, par exemple, j'avais déjà ce travail de naturaliste, puisque j'ai commencé par être écologue, quoi, si on veut. Effectivement, quand j'ai écrit Farigoule Bastard, donc, qui est un voyage, le récit d'un berger de Haute-Provence qui est invité à la rétrospective de son œuvre à Paris. Il reçoit un carton d'invitation pour la première, quoi, disons, pour le vernissage, et qui se rend compte qu'il n'a jamais eu d'œuvre, et donc il ne sait pas de quoi il retourne, et qui décide de partir vers Paris avec son âne, sa mule, à pied, à travers les montagnes de Haute-Provence, pour aller voir de quoi il retourne. Et le voyage ne se passe pas tout à fait comme prévu, et effectivement, il fait aussi ses rencontres avec des personnages de sa vie, des plus ou moins imaginaires, hein, ses rencontres, avec les femmes qu'il a aimées, avec des amis, etc. À la manière, du coup, un peu de Tabouki, il y a quelque chose de requiem dans Farigoule. Et effectivement, le livre est une espèce de portrait de paysage, en fait. C'est le paysage qui parle à travers Farigoule, qui serait une espèce d'extension de Farigoule. Je ne sais pas si j'ai réussi le truc, mais la difficulté, c'était justement de faire de la nature un personnage ou un motif du récit, sans que ce soit un truc d'écologie politique, sans qu'on dise, alors ça c'est les fleurs, ça il faut les protéger, ça c'est les animaux sauvages. Parce que la littérature, elle fait pas ça en fait. Elle met pas en scène, comme dans un petit théâtre, ce qui est bien et ce qui est pas bien, et la ville c'est comme ci, comme ça. C'est pas une fiche de lecture, quoi. C'est bien la force de la littérature. Là. Oui, de parler sans savoir en fait. Oui, d'utiliser les mots, d'utiliser les sonorités pour aussi redonner cette sensibilité et cette nature, ce que vous faites vraiment de manière absolument incroyable alors ça c'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple dans Farigoule, en cassant la syntaxe, par exemple. La syntaxe du français, j'ai essayé de la provincialiser, comme pourrait être celle d'une espèce d'ancien français inspiré par des troubadours, quoi. Quelque chose un peu comme ça. Et la grosse difficulté, c'était pas de faire Marcel Pagnol non plus, quoi. C'est-à-dire de ne pas faire l'écrivain provençal, parce que ce que disait Giono, à juste titre, c'est que je suis pas un écrivain provençal. Nom de Dieu, je suis un écrivain français. Je suis pas là pour faire la couleur locale. C'est pas couleur locale, voilà. C'est la grande réussite, à mon avis, des auteurs comme Tabouki, de nous rendre l'Italie sans faire le côté... Voilà, est-ce qu'on peut en entendre un petit extrait, justement, pour entendre, en fait, votre langue Donc, c'est le chapitre 13. Derrière la ligne presque invisible qui mélange ciel-terre, il y a l'altre-monde, le monde des autres. Un monde abandonné à son sort depuis longtemps. Un monde du passé, mais d'un passé qui gesticule, qui remue comme on agonise. Aller là, vois-tu, c'est revenir en arrière, c'est pas très encourageant. Aller là, vois-tu, c'est devoir remettre des prothèses, les masques dont on s'était déchiré avec peine. Peu importe les paroles proférées sur le chemin, la mule avance, dodeline tranquillement de cet air ridicule et périlleux des équins, comme si seulement marcher comblait les aspirations d'une vie, et évidemment elle ne répond pas à Farigoule Bastard. Farigoule Bastard n'a peut-être pas émis de son d'ailleurs, et même s'il le croit. Les détours sont éreintants pour tous les deux. Pour la mule, c'est un effort de se couler dans le lacet. Pour Farigoule Bastard, c'est piétiner à nouveau sur ses pas.
Parce qu'on a fallu passer par la vieille, c'était occasion, on a d'abord pointé sud, jusque derrière Chamouze, par son côté âpre, la faille qui menace, les turifères, salut. Puis remonter, afin de rejoindre la vallée qui permet d'avancer un peu au replat, sur Fête. Poitrine étendue à main gauche, falaise à pic, ceinte de buis pour la forme, à droite. C'est encore une journée, ou deux si la pluie, funambule sur les deux vallées entre Charybdis, ceux du pauvre, pour une autre vallée. Vers alors une troisième étape, la balise, comme disait la vieille, ou la douane, les deux autres. Donc Farigoul et son collègue Picris, dans leurs équipés de lavande. C'est qu'il fallait bien descendre vers un bourg, quelque chose qui fasse un peu essaim et miel pécuniaire après la distillation, et les longues stations saoulent dans l'essence. Là se séparent sèchement les deux mondes, celui des humains devant et celui de Farigoul bastard. Celui vulgaire, bavard et plat est la baronnie. On n'est pas encore entré dans leur croc à eux, ce grand organe éthique, épineux, on dirait crevé, s'est étalé jusqu'au grand fleuve, on est encore dans nos marnes à nous. Dans le fossile du monde, la mer est là, pétrifiée, les vagues se perpétuent de gris et de noir, on est encore dans les buissons. Les genêts, les bugranes, les grandes herbes dorées, les carlines, les cardes, les pincelles qui éventent, les rochers gréseux qui dégringolent. On doit passer la cluse, de grands blocs blancs renversés témoignent des tumultes d'hier, et au fond une ancienne bâtisse qui s'est étayée de leur massif. Un bout de ruisseau, aussi pour la mule une aubaine, après cette première montée poussive. On a traqué l'eau, et d'une pente et d'un sol je te fais une mare. Il suffit de savoir lire. Ce n'est pas que la mule peine à remplir l'office qui est dévolu à son espèce depuis la nuit des temps, il est hanté en elle sous la forme des pattes, ce n'est pas qu'elle renacle à maintenir la pression de tous les muscles, ce qu'on appelle endurance, c'est que l'instinct animal présume qu'elle n'a pas d'histoire dans un monde nouveau. Elle soupçonne, comme les animaux font. Nerf et sang, et dans ce soupçon elle ne se retrouve pas. Elle présage d'un sentiment très simple pourtant, comme un rocher ou un sparcier pour un chemin. Chez nous on l'appelle mémoire ou amour. Pour les mules et autres bêtes proches, ce sentiment porte le nom plus simple de mort. Il n'est jamais connu, il n'est que pressentiment. Chez nous, il est d'hier, il est ici annonce, signal, sensation diffuse d'avanceau. Alors boire, c'est repousser ce bruit de fond dans les oreilles, ce bourdon qui enfle ou s'épaissit à mesure qu'on avance. Pour une mule aussi, écous, cabalous, par écous, asinus, boire, c'est oublier. Merci. Merci à vous. Pour finir, Benoît Vincent, quelles sont les œuvres qui seraient très importantes pour vous et que vous conseillerez à nos auditeurs ? Alors pour Tabucchi, le recueil de nouvelles qui est mon favori, c'est Les Volatiles de Fra Angelico. Après, j'ai cité aussi Requiem, qui est un très très beau roman sur les fantômes. Donc ça, c'est un autre livre très très important. Et puis Le Fil de l'horizon, si on veut découvrir la ville de Gênes par un point de vue détourné. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci de nous avoir vous. fait voyager comme ça de l'Italie à l'Italie, de Tabucchi à Benoît Vincent. Merci, un grand cas. merci à vous. Je vous remercie en tout cas beaucoup de cette initiative qui est très stimulante et enrichissante. Merci beaucoup à vous. Chers auditeurs, merci pour votre attention. Vous retrouverez les œuvres d'Antonio Tabucchi et de Benoît Vincent dans les réseaux des médiathèques d'Issy-les-Moulineaux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Rencontres littéraires. Bonne écoute et lecture à toutes et à tous. Ici, podcast, les rencontres littéraires d'Issy.